Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Il y avait une espèce d'élection complémentaire hier au Wisconsin qui devenait, dans un État toujours pivot, serré, qui devenait un test pour Donald Trump. On n'a pas le son. On me dit en régie qu'on n'a pas le son de Stéphane. On va essayer de rétablir ça. Je vais vous donner le scoop tout de suite. Ils ont perdu, les républicains, au Wisconsin, à un endroit où ils avaient essentiellement tout gagné l'élection il y a quelques mois à peine. En fait, ils ont gagné, Trump a gagné le Wisconsin pour la présidentielle. Et hier, ça démontre. Remarquez, c'est pas rare qu'une fois au pouvoir, on réussit pas les mêmes performances. Mais dans ce cas-ci, généralement, on est encore dans la lune de miel là, d'un début d'une arrivée au pouvoir des démocrates qui sont complètement effondrés, effoirés. Alors, c'est quand même un signal. Oui, donc, on me dit qu'on a rétabli la communication avec Stéphane. Stéphane, j'ai vendu le scoop là que les républicains ont perdu, mais est-ce qu'on s'inquiète dans le cas de M. Trump? En fait, il faut voir que c'est pas tellement les républicains ou les démocrates qui ont gagné, sinon que les candidats à la Cour suprême qu'ils appuyaient, qui évidemment sont alignés chacun sur un des partis. Mais ce qui est surprenant, c'est que en toute autre circonstance, on n'aurait jamais parlé d'une pareille élection. Puis, il n'y en a pas eu une qu'au Wisconsin. Il y a eu aussi 2 élections importantes pour la mathématique au Congrès hier en Floride. On remplaçait 2 représentants, Matthew Gaetz, qui avait démissionné pour devenir le procureur général des États-Unis et qui, entre-temps, ne s'est pas rendu au fil d'arrivée. Et puis Mike Waltz, qui est aujourd'hui le conseiller de la sécurité nationale du président Trump. Et il fallait donc les remplacer parce que les 2 étaient représentants. Et il y a eu 2 républicains qui ont gagné, mais avec des marges moins grandes que celles qui avaient été obtenues aux dernières élections. Et loin derrière le score du président dans ces mêmes districts qui avaient fait plus ou moins 30% d'appui. Donc, c'est des comtés, disons-le, assez républicains. Et hier, c'était remporté avec une avance de 14 et 15% pour les 2 candidats. Alors, c'est pas rien, 14 et 15%, mais on s'attendait à 30. En tout cas, c'est ce qu'avait fait M. Trump. Et là, ce qui est le plus bluffant dans tout ça, c'est ce qui s'est passé, t'en parlais au Wisconsin. On se battait pour un siège à la Cour suprême parce qu'il faut voir que dans ce cas-là, c'est un siège électif, 7 sièges. Et combien a été dépensé pour cette élection au cours des dernières semaines? 100 millions de dollars. Je répète, 100 millions de dollars pour une élection locale pour un siège à la Cour suprême avec M. Musk qui en a beaucoup mis, on pense 25 millions, en plus de sa machine électorale redoutable qu'il avait déployée. Je dis redoutable, c'est pas qu'il a fait ça longtemps dans sa vie, mais ça a eu de l'impact en Pennsylvanie lors de la dernière présidentielle. D'autres riches personnages ont investi du côté démocrate, si on dit ainsi les choses. Le gouverneur Pritzker de l'Illinois, qui est aussi incidemment milliardaire, a mis 1,5 million. George Soros, 1 million, du côté des démocrates, je le répète, mais beaucoup d'argent, parce que, évidemment, d'abord, c'était le premier grand rendez-vous électoral avec ce qui s'est passé en Floride depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump. On disait que ça serait une manière de voir si oui ou non il y a de la résistance. Or, il y en a, parce que et Trump et Musk, puis aujourd'hui, il y a un critère, M. Musk, ont fait de cette élection au Wisconsin un test important et ils l'ont perdu. Est-ce que ça signifie quelque chose à l'horizon, par exemple, des mi-mandats qui arrivera bientôt? On est encore loin, mais ça annonce, en tout cas, qu'il y a de la résistance et de la résistance bien organisée. Ouais, effectivement. Mais c'est pas parce que le Parti démocrate, dans son ensemble, a l'air particulièrement vigoureux. Là. J'ai l'impression que c'est une réaction. Je pense que le mandat de M. Trump est pas parti comme certains l'avaient prévu. Oui, les gens ont voté Trump, voulaient plus Biden, voulaient une prospérité économique. Mais ce que j'entends partout aux États-Unis, c'est qu'il y a des gens qui sont plus sûrs, là, en guerre contre le monde entier, en guerre contre le Canada, les craintes d'inflation, la bourse qui va pas bien. Il y a un sentiment, mettons, pour certains ceux qui ont voté républicain, là, c'est comme une surprise, que c'est pas comme ça qu'on avait vu exactement le début de mandat de M. Trump. Là.
S'il y a un axe de la résistance en ce moment contre Donald Trump, c'est un peu lui qui l'auto-engendre. C'est pas les démocrates qui, à ce jour, ont été très habiles ou ont organisé un message pour contrer le président qui est, disons-le, quand même tout puissant avec le contrôle des deux chambres au Congrès. C'est probablement le chaos économique qui fait que, comme tu le dis, il y a beaucoup d'électeurs qui espéraient, par exemple, que l'inflation soit une fois pour toutes bridée. C'est loin d'être gagné. C'est mon sentiment depuis longtemps, depuis avant même l'arrivée de M. Trump, que l'inflation est un combat ou un dragon plus difficile à terrasser qu'on ne l'imaginait. Et c'est, de manière générale, l'économie, des marchés qui sont volatiles, disons les choses. C'est pas un effondrement, mais ça a un impact parce que là-bas, davantage que chez nous, les gens travaillent pour leur retraite, c'est-à-dire que l'équivalent d'un REER, c'est un 401k. Et comme il y a beaucoup moins de gens qui ont des pensions ou publiques ou de travail liées à une grande entreprise, ben, ce qui est dans ton compte de banque, les rendements que tu auras vont être garants de ta retraite. Alors, très rapidement, quand ça dévisse à la bourse, il y a beaucoup d'Américains, pour de bonnes raisons, qui sont inquiets. Bon, journée de la libération, je reprends les mots de M. Trump aux États-Unis. Tu nous rappelles que c'est pas d'hier, là, que même si cette théorie économique des tarifs est à peu près disparue de tous les auteurs sérieux en économie, Donald Trump, lui, a toujours fait bande à part, a toujours semblé croire à ça, là. Ben, c'est important de le rappeler parce qu'on pourrait penser que c'est une lubie ou une obsession récente. Dans les faits, je suis remonté à 89, à l'époque où Donald Trump avait sans doute aucune ambition politique, pour retrouver des déclarations où il expliquait que le commerce mondial n'était pas équitable et que les Américains étaient désavantagés et qu'il était donc temps d'imposer des droits douaniers, des tariffs, comme il le dit, un des plus beaux mots de la langue française, on va le répéter beaucoup, mais ça l'intéresse et s'est appuyé aussi sur les travaux de quelques personnes qui travaillent autour de lui, entre autres Stephen Mirren, qui est son principal conseiller économique, qui estime qu'il est possible, sans trop de dommages pour l'économie américaine, d'imposer tous azimuts, parce que l'idée d'avoir des droits de douane ciblés pour protéger un secteur, non seulement ça fait sens, mais c'est admis que ponctuellement, ça peut être utile. L'idée d'être tous azimuts puis de dire on va, parce qu'aujourd'hui, c'est le programme, imposer des droits dits réciproques à tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Réciproques, ça voudrait donc dire que si le Vietnam, on ne parlera pas du Canada, impose des droits de douane de 10% sur l'importation de voitures américaines, ben s'il n'y a pas de voitures vietnamiennes aux États-Unis, ils vont trouver l'équivalent que les Vietnamiens vendent, puis dire on va vous imposer à la hauteur des tarifs douaniers de 10%. Alors, c'est pas simple déjà, et on verra comment ça va s'articuler. Mais ça me donnait envie de réfléchir à ce que sont les moyens de rétorsion des Canadiens et de ce qu'on peut faire, parce que l'industrie automobile est évidemment dans le collimateur. Je commence avec ma colle du jour. Est-ce que tu connais Wang Chuanfu? Est-ce que c'est le patron de BYD? Oh, arrête, t'as regardé, j'ai vu du coin de l'œil, t'es allé voir tes notes. Non, pas du tout, c'est que le prochain sujet dont tu allais me parler, c'est BYD, fait que j'ai déduit. Exact. Je le savais pas, mais j'ai déduit. Mais c'est parce que je connais pas le patron, mais le phénomène BYD, je l'ai suivi, puis notamment, là, il y a un mois, la nouvelle qu'ils ont dépassé Tesla, là. Alors, exactement. C'est Build Your Dream, BYD, et c'est vraiment le rêve ou le rêve chinois, oui, on parle souvent du American Dream, le rêve chinois, c'est M. Chuanfu, qui ressemble étrangement à Elon Musk, qui est venu de nulle part, qui est aujourd'hui multimilliardaire, qui fonde près de chez lui une petite business de batterie qui deviendra en 2003 un constructeur automobile. C'est un peu l'inverse de la mécanique. Il est parti de la batterie pour construire l'auto. Et son auto aujourd'hui, ou ses autos, qui sont à moteur thermique, hybride et électrique, sont extraordinairement populaires, particulièrement en Chine, mais sont en train de ravir la première place à Tesla dans les voitures électriques. Les chiffres sont absolument éloquents. Il a vendu 1,76 million de voitures par rapport à 1,78 pour Tesla. Chiffre d'affaires, 107 milliards par année. Tesla est à 97 avec des marges bénéficiaires plus grandes, mais surtout, progression du chiffre d'affaires de 29% l'an dernier par rapport à Tesla qui est à 1%, avec des problèmes pour Elon Musk, qui, on le sait, parce qu'il est devenu personnage politique, a plombé ses propres ventes. En France seulement, je te parle de Paris, 36% moins de voitures immatriculées Tesla
dans les dernières semaines qu'à pareille période l'an dernier. Impact direct. Et si je t'en parle, c'est que nous avons choisi, pour accommoder les Américains au Canada, de faire en sorte qu'on taxe également les voitures électriques qui viennent de Chine, 100%, comme les Américains l'ont fait pour protéger, disait-on, le secteur automobile. Est-ce qu'on a vraiment encore envie de jouer dans ce film-là? M. Champagne, qui était évidemment le ministre de l'Industrie, disait non, il n'y a pas question, je pense, il y a quelques semaines qu'on bouge là-dessus. Madame Fréchette l'aurait dit au Québec avant hier, là, que la Chine, ça représentait des risques, des menaces. Puis je pense que on se dit, on n'est pas rendu là, rompre notre relation définitivement avec les Américains pour plaire à la Chine, on n'est pas rendu là, mais est-ce qu'on y arrivera? À plus forte raison, parce qu'évidemment, l'industrie automobile, c'est l'exemple parfait avec le Mexique, les États-Unis, le Canada, d'une imbrication très intime, où on est d'ailleurs plus capable de faire la part des pièces qui, 7-8 fois, on l'a souvent aussi souligné, vont traverser la frontière dans une perspective où une auto est le produit d'assemblage de toutes sortes d'affaires faites au Canada et aux États-Unis et au Mexique. Alors, c'est évident qu'en ce moment, c'est trop entremaillé. Mais si on doit commencer à dire il y a des alternatives, ça peut être, par exemple, de ne plus taxer de la même manière les voitures électriques, de ne pas s'en priver. Faire pression sur Tesla, c'est faire pression sur le président, on l'a vu. C'est un allié politique, c'est un allié qui pèse lourd. BYD a choisi de ne pas venir, si je t'en parlais, au Canada, justement parce qu'ils n'étaient pas compétitifs en raison de ces tarifs douaniers importants. Est-ce qu'on peut reconsidérer? Parce que c'est une idée qui devra faire son chemin, d'autant que c'est vertueux, parce que on recommande la transition aux véhicules électriques ou vers les véhicules électriques. Ceux qui les font au meilleur prix, ce sont des Chinois. Donc, d'un côté, on dit soyez vertueux, mais les producteurs d'auto qui les vendent au meilleur prix, c'est des Chinois qu'on taxe. Alors, évidemment, tu as raison, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques, mais comme le fait Trump, est-ce qu'on peut commencer, avant de célébrer le mariage, commencer à soulever l'hypothèse, à courtiser, d'autant que les Chinois nous ont taxés sur le canola, le porc, les produits de la mer, justement parce qu'ils étaient mécontents de ce qu'on accompagne les Américains dans les droits douaniers. Alors, est-ce qu'on veut, nous, se retrouver entre l'arbre et l'écorce, broyés par les Chinois et les Américains? Je dis, au minimum, on devrait peut-être commencer à laisser entendre à nos partenaires américains. Je peux te garantir que la question se pose chez nous. Là. Tu devrais voir la quantité d'auditeurs qui nous écrivent à ce sujet-là, qui y pensent. Et il va te dire une chose. Les gens, un des exercices qu'ils font, c'est qu'ils vont voir, là, ils vont sur le site de BYD et tous sont jetés par terre par la beauté des modèles, la qualité, le design intérieur, la technologie, parce qu'on se fait une idée, voir des véhicules chinois qui se vendent la moitié du prix, on se fait l'idée des vieilles Lada, là, tu sais, d'espèces de véhicules là, conçus minimalistes, là, tu sais, pour rouler puis pas plus. C'est des magnifiques véhicules, là. J'ai voyagé en France dans une BYD ou une BYD. C'est une auto de grand luxe qui est à un prix, en tout cas, moins cher si on compare le type de luxe que ce qu'on aurait pour une auto européenne équivalente. J'ajoute, parce que j'ai commencé en te racontant l'histoire de notre Elon Musk chinois, qui avait commencé dans les batteries. Ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient mis au point un système de chargement qui permet en 5 minutes d'ajouter 470 kilomètres d'autonomie à ton véhicule. Ce que n'est pas capable de faire Tesla, c'est technologiquement un bond. Et tous ceux qui sont angoissés justement par le déplacement en voiture électrique, alors on dirait qu'il n'y a pas de borne de chargement de BYD au Canada, mais si on fait comme Tesla le fait, c'est-à-dire développer très rapidement ses propres réseaux et infrastructures, c'est un avantage compétitif extraordinaire. Et j'ajoute qu'ils ont un modèle hybride qui fait, alors évidemment, je précise, j'ai pas été payé par BYD pour te parler ce matin. Je ne les connaissais pas il y a 3 mois. Mais ils ont un modèle hybride qui fait une autonomie de 2000 km. Combien? On est dans une autre game complètement. Stéphane, merci beaucoup. Bye bye.